cette semaine à l'émission de la fantaisie à Fantasio, puisque son meilleur ami est notre star du jour. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est à Charleroi. Ça, c'est en Belgique et c'est une ville d'à peu près 200 000 habitants. Presque tous, d'ailleurs, amateurs de bande dessinée, il faut le dire, parce qu'ici, il y a un gros festival de BD annuellement depuis des années. Et derrière moi, c'est quoi ça? Ce sont les bureaux, le siège administratif, en fait, du journal Spirou et des éditions Dupuis. On va visiter l'endroit aujourd'hui, rencontrer plusieurs intervenants qui vont nous parler du personnage. On va même se promener dans l'atelier de Tom et Jean-Ry, scénaristes et dessinateurs de Spirou et du Petit Spirou. Donc, vous aviez compris qu'on avait une émission spéciale sur Spirou, bien sûr, qui est presque un personnage emblématique ici de la ville de Charleroi. Ça se passe à BD Cité aujourd'hui. Bonjour, bienvenue chez Spirou. Quoi? Vous cherchez à voir Patrick Pinchard, l'ex-rédacteur en chef du magazine et actuel éditeur du journal. Son bureau est au 5e étage. 5e, voilà. Allô, Patrick. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue chez Dupuis. Ben, merci de nous Bienvenue recevoir. chez Spirou. C'est gentil. On est un peu fébrile d'être ici parce que le journal Spirou, c'est quand même une institution en Belgique, il faut le dire. Ex-rédacteur en chef, directeur de la publication, maintenant éditeur, en fait. En fait, je suis éditeur à Spirou, donc j'étais rédacteur en chef de 1987 à 1993, puis responsable du multimédia pendant 10 ans, puis rédacteur en chef à nouveau l'année passée, et je suis à présent éditeur journal Spirou. Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est jeunes auteurs. J'essaie de les coacher et de les aider à rentrer par la grande porte au journal Spirou. Elles commencent par la petite porte d'abord, et puis on les emmène par la grande porte dès qu'ils sont au point. Et puis je m'occupe de tout ce qui est patrimoine, donc essayer de redonner une modernité à tous nos classiques, parce qu'il y a beaucoup de classiques dans Spirou. Et ça fera bientôt 70 ans que le journal a démarré, 1938. Si on repart un peu au début, c'est Rob Well qui était le premier dessinateur, Rob Well. Rob Well. C'est ça. Et dans quel contexte le magazine est apparu à l'époque? Mais donc Spirou est né le 21 avril 1938. À l'époque, les éditions Dupuis étaient un éditeur de presse. Ils avaient un magazine féminin, ils avaient un magazine de radio, puisqu'il n'y avait pas encore la télévision, c'était Moustique, célèbre magazine, puisqu'on va le retrouver ensuite dans Spirou, beaucoup d'allusions au journal de Moustique. Fantasio, par exemple, les journalistes au Moustique. Et donc, il manquait à l'époque un journal pour jeunes. Il y avait une concurrence, mais Dupuis tenait absolument à avoir un magazine pour jeunes. Et donc, ils ont lancé ce journal en lui donnant un nom qui est assez symbolique en Belgique et qui est typique de l'esprit qui a été insufflé dans le magazine pendant toute son histoire, c'est Spirou. Spirou, en wallon, c'est un écureuil. Et donc ça désigne aussi un petit garçon espiègle, vif, impertinent. Curieux aussi. Curieux, et c'est donc des caractéristiques du journal depuis sa naissance. À aucun moment on a dévié cette ligne-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans le journal à l'époque? Il y avait des jeux, il y avait un peu de tout. Et paradoxalement, il y avait beaucoup de choses à lire. Il y avait peu de pages, c'était grand format. Il y avait quelques pages de bande dessinée, donc il y avait Spirou par Rob Well. Il y avait des bandes dessinées américaines dont on rachetait les droits. Et puis beaucoup de rédactionnels, très serrés, en tout petit caractère. On ne pourrait plus lire ça maintenant. En un mot peut-être, avant de se quitter, Patrick, la continuité de Spirou, c'est quoi? C'est l'humour, c'est ce qui fait la continuité depuis près de 70 ans du journal, du magazine. On a toujours eu des critères de qualité extrêmement rigoureux.
on essaie de renouveler en permanence les auteurs. Donc, chaque semaine dans Spirou, il y a des jeunes auteurs qui font leurs premiers pas et on les aide pour qu'ils deviennent les stars de demain. Il y a une impertinence qui ne nous a jamais quittés. Il y a le point principal qui est l'humour. On fait de l'humour et de l'aventure, mais c'est vrai que Spirou est d'abord un journal d'humour, et ce qui permettait de le positionner par rapport à ce concurrent historique qui était le journal Tintin, qui faisait plus de la BD d'aventure. Et puis le feuilleton, hein. C'est-à-dire que chaque semaine on trouve des récits dont on doit attendre la suite pour la semaine précédente. Et alors c'est un magazine qui se lit de génération en génération. Donc les enfants qui nous lisent maintenant vont probablement lire autre chose à l'adolescence, et puis revenir dès qu'ils auront des enfants, faire découvrir à leurs enfants, qui feront de même, et comme ça de décennie en décennie, Spirou se perpétue indéfiniment dans les familles. Et c'est un plaisir de se rencontrer au bureau ici. Merci beaucoup, Patrick. Okay. On continue notre tournée parce que c'est gros, hein, Dupuis. Ouf, il y a plusieurs étages. C'est un empire. C'est un empire. Merci à toi. Sorcloïde! Rebonjour, on poursuit la visite. Deuxième étage, les bureaux de Thierry Martens, responsable des archives aux éditions Dupuis. Bonne rencontre. Monsieur Martens, bonjour. Ça va bien? Salut-vous, oui. Salut-vous. C'est gentil de nous recevoir ici. On va jaser un peu archives. Oui. Il paraît que vous êtes la mémoire de Spirou, vous. Ben, ça dit que je suis un des plus anciens dans la maison, puisque j'y suis depuis 1969. Alors évidemment, il n'y a plus grand-chose pour concurrencer. C'est bon, ça. C'est parce qu'on tient à vous à ce moment-là. Oui. Et vous avez fait tout le ménage dans les archives qui étaient déjà là à l'époque, quand vous êtes arrivé? C'est-à-dire qu'il y avait, comme archives, il y avait les archives de l'imprimerie proprement dite, mais dans lesquelles il y a eu beaucoup de vols et beaucoup de disparitions. Ah oui. Alors il y a un certain nombre de choses que j'ai achetées en brocante et autres. Bon, on a un peu reconstitué, mais ce ne sont pas des archives, disons, extrêmement... disons, elles ne valent pas celles d'un collectionneur. Donc, il y a des collectionneurs qui ont des trucs que vous avez même plus ici. C'est certain. Qui ont été disparus non, également. Moi, j'emprunte régulièrement des albums à des collectionneurs lorsqu'on a besoin de reclicher certaines choses. Ah, c'est bon, ça. Parce qu'eux ont, disons, plus de soucis. Et alors, en plus, bon, par exemple, il y a une collection complète de Spirou à la rédaction, mais elle est tellement manipulée et autres, on l'utilise tellement souvent que finalement, il y a certains albums qui commencent presque à tomber en morceaux. Dites-moi donc, si on parle un peu des archives et de l'évolution du personnage de Spirou, on ne peut pas passer à côté de Franquin, qui est arrivé dans le portrait, quoi, vers 47-48? Il est arrivé en 45 chez JG, et il a commencé sur Spirou au début, au printemps 46. Voilà. Et en fait, à l'époque, il vivait encore avec Maurice à Waterloo, chez JG. Qui est le dessinateur et créateur de Lucky Luke et tout ça. Maurice était le créateur de Lucky Luke, et JG était surtout le créateur de Jerry Spring et de Jean Valardy. Dites-moi donc, qu'est-ce que Franquin a apporté au personnage, à Spirou? Il l'a amené où? C'est-à-dire qu'il a... Bon, le premier personnage de Spirou était plutôt Robvel, qui en avait transformé en un petit groom, qui est un personnage de gac et autres, plus que de grande aventure. Et pourquoi c'est un groom d'hôtel avec son petit chapeau? Tout simplement parce que Robvel avait trouvé simple, puisqu'il y avait Le Moustique, qui était l'autre journal maison, eh bien, il était devenu groom du Moustique Hotel, qui appartenait à M. Dupuis. Bon, voilà. Robvel ayant travaillé dans les transatlantiques et autres, tous ces personnages ont toujours été soit des mousses, soit des grooms. Il y avait Toto pour le journal de Toto, il y avait Spirou pour le journal de Spirou, il y avait le mousse d'un côté, il y avait le groom de l'autre côté. Quel genre de gars c'était, Franquin? C'était un type qui aimait beaucoup s'amuser, qui aimait beaucoup boire un coup, sortir, etc. Qui était très perfectionniste en son genre. Il recommençait très nombreuses fois tout ce qu'il faisait. Il jetait, il détruisait parce qu'il détestait qu'on puisse trouver ses esquisses et autres. Vous l'avez, hein, la clé pour aller faire un petit tour du côté des voûtes, des archives. Oui. Est-ce qu'on y va faire un tour? C'est en bas, j'imagine? C'est à côté. C'est à côté? C'est à côté, oui. C'est en dessous de la cathédrale. On est chanceux, là. On va aller fouiner là-dedans. Moi, je vous suis. Venez. Je connais pas les lieux. On va y aller. Aux archives.
qu'il y a des originaux là-dedans? Celle-là, Oui, quelques-uns. Ça devient lourd, hein? Il y en a du stock, là. Ouais. Ah, oui. Voilà. Caverne d'Alibaba. Oui, c'est vraiment la caverne d'Alibaba, c'est vrai. Mais en Voilà. fait, Il y a des archives ici. bon, ça, c'est les originaux qu'on n'a pas encore rendus parce qu'ils ne sont pas encore venus les chercher ou autres, etc. On a le droit d'y toucher. Oui, on a le droit d'y toucher, mais on On va est pas curieux. vraiment, on va prendre des planches qui sont Deux ou trois au peut-être hasard, Tom et peut-être. Jean-Henri, peut-être qui serait mieux. Pas au hasard, parce qu'ils sont toutes numérotées. Au là, hasard, mais elles sont numérotées, donc on peut les prendre. j'ose. Monsieur Martin, je vous laisse manipuler tout ça. Je vais tout Regardez, par exemple. tout mélanger. Mais je vois que Tom et Jean-Henri, il laisse ses planches, lui, maintenant. Oui. Il n'a pas de place chez lui, puis de toute façon, quand il les prend, il est peur. Donc, ça devient aussi un entrepôt, un endroit d'archives pour les auteurs, Mais même pour s'ils ont leur certains planche. auteurs qui préfèrent et qui sont trop fainéants que pour se prendre un coffre à la banque. C'est bon, ça? Vous leur offrez le service en même temps. Oui, mais seulement le danger, évidemment, c'est que si jamais il y a un incendie ici, c'est pas à nos guêtres à nous. C'est pas le risque à eux. Je crois que ça peut passer au feu chez eux aussi. On sort d'ici On va pour laisser reposer les archives comme Oui. il faut. Et je vais d'abord vous montrer les archives albums. Et les archives albums, on va y aller. C'est ici à côté. C'est la rue d'à côté. Et en fait, on n'est pas très riche parce que bon, on a les albums récents et ainsi de suite. C'est classé. Par exemple, ici, vous avez Gaston Lagaffe, de la collection. Oui, des albums à dos rond, premières éditions. Moi, j'avais l'impression que chez Dupuis ou ailleurs, chez l'éditeur, on était assuré d'avoir tout en parfait état, que c'était conservé dès le départ, puis c'est pas ça. Et là. non, parce que je vous dis, il y a eu ces fameux vols là-dedans. Ah oui, c'est vrai. les- Quand ils ont embarqué pratiquement tous les albums antérieurs à 1958, quelque chose comme ça. À combien d'albums Dupuis a publié depuis le tout début? Est-ce que vous le savez? On est pour le moment dans les... On approche des numéros 4000 au niveau de l'ISSN en français. Et on est dans les 3000 à peu près au niveau de l'ISSN néerlandais, c'est-à-dire en fait 7000 albums environ. Monsieur Martins, merci infiniment pour cette visite-là. On est privilégiés parce que c'est pas ouvert à tous. Hein. Vous avez la clé, le code. Et puis, j'ai rien regardé, donc il n'y aura pas d'autres vols. Faites-vous-en pas. Merci beaucoup. On s'en va. On va aller vers la cathédrale. La cathédrale, Oui, à l'origine, en fait, c'est nos stocks, une petite partie de nos stocks. l'entrepôt. Parce qu'à l'origine, on avait prévu ça pour 20 millions d'albums. Et comme on avait vu un peu serré, depuis qu'on est dans le groupe Média et autres, nous sommes plutôt, disons, dans des stocks de 35 et 40 millions d'albums. Il y a de 35 à 40 Donc, millions d'albums. Ici, on ne sait mettre que 20 millions d'albums. Que 20 millions d'albums. Moi, je trouve ça déjà en masse. Ça veut dire, M. Martins, que si à Montréal, je me procure une BD de Dupuis chez Fichte ou au marché du livre sur Eh bien, Maisonneuve, en principe, c'est d'ici qu'elles viennent, qu'elles sont embarquées en bateau. en qu'elles bateau. ont pas- Oui. Parce que ici, vous voyez, ce sont toutes des palettes complètes et autres. Donc, c'est vraiment le... C'est pas le traitement par petite quantité, c'est le traitement par grosse quantité qu'on expédie. Et combien d'albums vous distribuez par année un peu partout comme ça? Combien vous publiez d'albums par Disons année? que nous publions en moyenne entre 10 et 12 millions d'albums par an. Et nous en vendons à peu près autant. Et bon, Pas beaucoup de pertes. Vous connaissez vos chiffres de vente, hein? Oui, non, les connards, c'est bien. Disons qu'en principe, tout sur ce qu'on publie, donc sur la prochaine année, ce qu'on va publier, il y a 80% qui sera vendu immédiatement. On continue notre visite? Oui. C'est impressionnant quand même. Pour M. Olivier Van Berenberg, le rédacteur en chef du magazine, c'est ici, monsieur. Bonne visite.
Olivier. Oui. Salut. Ça va? Ça va toi? Installe-toi. Merci de nous Bienvenue à la recevoir. rédaction. Oui, on se promène partout, c'est gros, hein? Ah, c'est grand, hein, c'est un grand bâtiment ici pour la région. Ça a 10 ans d'âge, je crois. Ah, quand même. L'immeuble ici. Très lumineux aussi avec les, Voilà. les Donc fenêtres. très chaud ça. en été, mais comme on est en Belgique, ça arrive rarement. Donc, On va parler de ton bébé. Parfait. Ben, en fait, du bébé d'à peu près Oui, tout le c'est monde ça, ici. c'est Hein? Vous le êtes bébé combien de toute la d'employés là-dessus? Là? Il y a une centaine de personnes qui travaillent chez Dupuis, mais au niveau de la rédaction, vraiment au niveau du staff ici, on est une petite dizaine. Et puis ça concerne 100, 150 auteurs avec qui on travaille vraiment régulièrement. Donc ça représente beaucoup de monde. Si j'étais un extraterrestre et que je connaissais pas du tout le journal Spirou, le magazine, comment tu me le présenterais? Ça? D'abord, je te dirais qu'il faut l'acheter parce que c'est vraiment très bien, que c'est très drôle, que le but c'est vraiment de se divertir. L'idée c'est qu'on propose toutes les semaines 68 pages de bande dessinée qu'on destine à un large public. Aujourd'hui, dans des périodes très marketées, etc., c'est très difficile à faire comprendre, mais notre journal s'adresse autant à des enfants de 8, 10, 12 ans, puis on a des lecteurs qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et on a du courrier de gens qui sont abonnés depuis 38 ans, 43 ans, qui continuent à lire. En plus, on vient de rafraîchir le magazine qui maintenant est un journal avec plus de BD, plus de pages. Explique-moi un peu ce qui a été fait. Donc c'est depuis janvier dernier, en fait, jusqu'à présent, en deux mots, le journal pendant une dizaine d'années a beaucoup fonctionné sur l'abonnement. Ce qui lui donne une assise, ce qui fait qu'il a encore des lecteurs qui fonctionnent très bien dans un métier, un milieu qui est très difficile aujourd'hui. Combien d'abonnés? On a à peu près 60 000 abonnés. Donc ça donne vraiment une assise économique au journal. Et le principe, c'est qu'on a rajouté des pages et on est rentré dans une logique beaucoup plus magazine. Donc plutôt qu'avoir un catalogue des bandes dessinées sur 48 pages, ce qui est peu, on a redéveloppé, on a réouvert. Donc on a fait une couverture plastifiée, on a rajouté des pages, on fait de la republication de trésors qui existaient, puisqu'ici on a près de 70 ans de bandes dessinées en stock, donc il y a des moyens de passer des choses. D'où le retour de Gaston et ainsi Voilà, de suite. c'est des choses comme ça, mais ça prend une toute petite partie, et le reste c'est justement pouvoir développer. Il y a toute la partie où on montre les choses qui existent et qui vont exister en album chez Dupuis, et puis c'est faire travailler énormément de jeunes. Il y a un côté laboratoire au journal qui est vraiment très important, qui est unique dans le monde de l'édition et de la bande dessinée, et c'est vraiment la particularité, où on peut trouver des jeunes talents, les faire travailler sur des histoires complètes, sur de l'animation, sur du gag, et petit à petit, ça débouche sur des choses. Il y a 2-3 exemples célèbres comme ça. C'est Gaston Lagaffe. À la base, c'est une rubrique qui a commencé dans le journal. On ne savait pas trop quoi en faire, et puis c'est devenu le succès qu'on sait. Et Kid Paddle, par exemple, pour prendre un exemple plus récent, c'est aussi une rubrique de jeux vidéo que Patrick Pinchard, qui était rédacteur chef à l'époque, avait lancé dans le journal, et qui est devenu une BD, et aujourd'hui a succès. Et s'il n'y avait pas eu le journal, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces personnages. Et comment tu fais tes choix éditoriaux, en fait, au niveau des BD choisis, parce que tu en reçois quand même pas mal? Là, il y a tout un dossier de choses en retard que je dois lire, en sachant que chacun fait 3-4 pages, donc il y a des choses à lire. C'est tout un travail d'équipe, hein. Il y a Patrick Pinchard qui est là, qui fait un travail important, il y a évidemment l'éditorial qui est là, donc ça reste toujours très subjectif, c'est un goût, c'est sentir qu'il y a une patte, qu'il y a quelque chose qui fonctionne, évidemment une grammaire, il faut être capable de raconter une histoire, de faire des dessins qui sont cohérents, même quand on est dans l'humour comme nous. Quand on jette, c'est un exemple que j'ai depuis pas longtemps, quand on jette un pistolet dans une toilette, il faut que la taille du dessin du pistolet tombe dans la toilette et pas qu'il y ait problème de proportion, des choses comme ça. Après, c'est essayer de se retrouver dans une école graphique, de voir vers où on veut aller. Nous, on doit se positionner un petit peu en voyant ce qui fonctionne aujourd'hui, mais en essayant de prévoir ou de forcer ce qui pourra fonctionner dans 5 ou 10 ans. Donc c'est sentir les évolutions graphiques, c'est sentir les influences, c'est sentir que quelqu'un a quelque chose à raconter. Moi, quand je reçois un dossier, ce qui est important, c'est qu'on sente une personnalité dedans. Je pense qu'on peut avoir de la maladresse, qu'on a droit à des choses pas parfaites dedans, mais il faut quelque chose à raconter dedans. C'est ça qui fait un bon dossier ou pas un bon dossier. Voilà. En terminant rapidement, en quelques mots, on trouve plus ou moins Spirou au Québec, mais je sais qu'il y a des projets qui s'en viennent là-dessus au niveau de la distribution et de numéros spéciaux. Voilà, tout à fait. Donc il se fait, c'est un peu le hasard des choses, que depuis un an à peu près, il y a des auteurs chez nous qui font une série qui s'appelle Les Nombrils, qui viennent du Québec, qui s'appelle De la Fée du But, qui fonctionne vraiment très très fort, qui s'est très très vite installé dans le journal, qui était très vite apprécié par les lecteurs. Donc c'est des gens avec qui on a beaucoup travaillé. Et on a lancé pour cet été-ci, pendant 8 semaines, dans le Spirou, il y aura à chaque fois un cahier de 24 pages consacré à un pays,
ou une région à l'étranger. Ça va du Vietnam à la Pologne, à l'Italie, à l'Espagne et au Québec, où c'est de Laf et Dubuc qui sont les rédacteurs en chef de ce journal-là. Donc ça sera pas trop cliché, puis non, travailler on avec l'a les joué. Québécois. Je peux vous dire que le journal s'appellera Snorro. Je ne sais pas si ça vous parle, vous, comme expression. Ben oui, quelqu'un qui est Snorro. Voilà, T'as l'air Snorro, toi. Voilà, je suis sans doute un peu un Snorro, comme vous dites. Et donc ça s'appellera comme ça, c'est qu'avec des auteurs québécois dedans. C'est bon. Et on va effectivement essayer d'en profiter pour remettre un peu le Spirou en avant au Québec, pour essayer de faire un système de distribution, parce qu'aujourd'hui on peut l'avoir par abonnement, mais il n'est plus distribué. Et là on va un petit peu sentir le public, donc si le public veut venir en masse acheter Spirou c'est génial. pour le spécial Québec, je pense qu'il ne sera pas déçu. Ça sort à l'automne, ça? Non, ça sort au mois d'août. Ça s'en vient. Eh ben non, c'est passé. Enfin bref, au moment où l'émission passera, Donc on peut encore le trouver, on demandez-le. verra bien. Peu importe, il sera au kiosque à quelque part, et puis vous allez Maintenant, vous en avez entendu parler. Ou bien sinon à la bibliothèque. Voilà, bien Parce sûr. que les Spirou sont toujours là. Les bibliothèques au Québec sont abonnées à Spirou, il faut le dire. Magnifique. Merci beaucoup, Olivier. C'était Merci agréable d'être venu. de te rencontrer. Bonne continuité. Merci à vous. Finis ton café, puis on continue à Et bosser. puis c'est reparti. Ouais. Voilà. Bye-bye. Et la priorité à gauche, imbécile. Oh, Spirou? C'est Cotine? T'es sur T'es quel sur coup? quel coup? Moi, je suis sur un enlèvement au congrès de mycologie. Et toi? Tiens, regarde, je passe en boucle sur toutes les chaînes. À Charleroi, certains trouvent que c'était plus ou moins pertinent de construire une ligne de métro avec à peine une vingtaine de stations, plus ou moins utilisées, paraît-il. Alors que moi, je peux vous dire qu'elles sont belles, ces stations-là, parce qu'on les a agrémentées de personnages classiques de la bande dessinée et bien sûr de Spirou et Fantasio qui ont leur place sur les corridors et le tunnel du métro. Puis c'est un métro spécial, hein? On n'en retrouve pas comme ça chez nous. C'est une espèce de tramway extérieur et intérieur sur rail.
À Charleroi, il y a une librairie que j'aime beaucoup, Tropica BD. Et il y a Christophe qui est là, qui va nous parler un peu de Spirou, Fantasio et leurs amis, très connus ici dans la ville. Ils ont plein de produits dérivés. C'est bien le fun, vous allez voir. Christophe? Oh, Tristan, comment vas-tu? Ça va, toi? Ça faisait une paix qu'on s'était vu. Certainement, je suis Oh, retourné quel au Québec. plaisir. T'étais retourné au Québec, ça s'est bien passé? Oui, j'étais chez nous. Mais là, C'était pas trop pénible? Mais non, ça va. Mais si j'avais besoin d'un petit voyage, Oui, on vient je- faire un tour ici à Charleroi. Oui. Ville de Spirou, parce que pour BD Cité, nouvelle saison cette année, on s'est dit, tiens, une petite émission spéciale sur Spirou et Fantasio. On ne pouvait pas faire autrement Spirou, que... figure emblématique de Charleroi. Oui, exactement, il fallait venir ici. Parlons un peu des différents livres que l'on retrouve sur le marché, mis à part les albums BD traditionnels. Qu'est-ce que c'est Ce sont ça? les dernières rééditions en fait de Spirou par tous les auteurs qui ont fait quelques histoires de ce célèbre héros. Donc là, nous avons les toutes premières qui sont parues dans le journal Spirou pendant la guerre et juste avant-guerre par Rob Vell. Comme si on avait republié rétroactivement de vieilles aventures. Parce qu'il y a toujours oubliées. une demande sur tout ce qui est un peu nostalgique de tous ces gens qui ont connu ça un peu dans leur jeunesse. Et donc, on réédite régulièrement ce genre de bouquins. Il y a du Rob Vell, du Franquin, il y a du Nick Broca, il y a du JG. Est-ce que ça va chercher uniquement les vieux lecteurs ou des jeunes lecteurs qui aiment bien Spirou veulent découvrir? Je pense que ça intéresse surtout les anciens lecteurs qui ont connu ça dans leur jeunesse, autant dans les années 40, 50 ou 60. Les jeunes lecteurs sont plus attirés par le nouveau Spirou de maintenant, fait par les Français. Donc, La Voix sans maître, Radar le robot et l'héritage. Et encore celui-ci. Voilà, puis celui-là, c'est quoi? Fantasio et le fantôme. Ouais. Pour les 65 ans, c'est écrit, hein? 65 ans de Spirou. Notamment un fait par Chaland, un auteur français des années 80-90 qui a repris dans le style typique de Franquin. Ah, c'est intéressant à découvrir. Regarde, parle-moi un peu de ces séries-là. Mais ça, c'est des albums réguliers, en Oui, fait, ce ceux qu'on sont les connaît albums déjà. réguliers faits par Franquin, donc ce sont les incontournables. Pour toi, ce sont les Les meilleurs. meilleurs, oui, moi qui suis un nostalgique de cette époque, années 60, c'est vraiment ce qu'on avait fait de mieux. Après, ça a été dans un autre genre, mais c'était quand même la qualité extraordinaire, tant au niveau des dessins qu'au niveau des scénarios. Le premier album, Les Aventures de Spirou, ça peut pas être plus clair. Et Fantasio, qui avait le cheveu un petit peu plus électrocuté, là. Oui, effectivement, il avait mis les doigts dans la prise. Mais dis-moi, tu n'étais pas né, toi, dans les années 60. Si, malheureusement, oui. Ah oui? Oui, je suis très jeune, mais quand même, Ah. je suis né en 66, donc j'ai été bercé par ça. Voilà. La grande époque Franquin. Et après, bon, il y a eu Fournier, mais là, c'était déjà un peu plus fleur bleue, un peu plus poétique. Je préférais quand même la grande époque Franquin. Il y a eu Tom et Jean-Ry également. Tom et Jean-Ry, oui, qui ont repris aussi dans le style un peu Franquin, tout en modernisant le scénario. Là, est-ce qu'il faut sortir notre portefeuille? Là? Il faut sortir votre portefeuille, parce que ce genre de bouquin, c'est 150 €. Donc, je ne sais pas trop en dollars canadiens ce que ça donne, mais ça doit être beaucoup. Hein. On va découvrir un peu ce qu'il y a là-dedans, à ce prix-là. Je pense que ça doit être bien. Quoi, des sérigraphies Ce sont numérotées? des sérigraphies, oui, signées, parce que malheureusement, ça a été fait après le décès de Franquin. Ça a été signé par Liliane Franquin, donc c'est un tas de sérigraphies de très belle qualité. Avec certificat d'authenticité à l'appui, numéroté. Voilà, Et donc, ça, c'est le genre magnifique. de choses pour encadrer et puis agrémenter ces murs. Il y a un marché intéressant pour ça ici. Je remarque à peu près toutes les séries phares, les séries cultes ont leur sérigraphie. Oui, tout à fait. Hein. La clientèle francophone est très, très collectionneuse. Donc, ils sont très friands de ce genre de produits relativement chers qu'on met bien de côté pour plus tard en espérant que ça prenne une valeur importante. Et ça, difficile de le reconnaître, mais c'est le dernier album publié. Effectivement, ça, c'est la nouvelle génération d'auteurs. Voilà. Bon, j'accroche un peu moins, mais la qualité est tout aussi extraordinaire. Mais c'est la version spéciale, ça, c'est la celle-là. version noir et blanc, oui, pour voir la qualité du graphisme de l'auteur. Vous appelez C'est ça signé numéroté. Vous appelez ça un tirage de tête. Un hein? tirage de tête, oui. Et là, évidemment, ce qu'on appelle de la para-BD, Oui. tout ce qui est Donc, relié ça, au personnage. oui, ça, ce sont les objets Arutchef. Donc des objets relativement chers, tirés à un très petit nombre d'exemplaires et vraiment réservés à une clientèle de collectionneurs relativement aisée. J'ose à peine, justement, je suis Oui. pas assez aisé pour pas tu la l'échapper. caches, tu la C'est ça. Je suis pas assez aisé pour ne pas l'échapper, ou le contraire. Et il y en a plusieurs comme ça, c'est Il y en a eu numéroté. plusieurs, effectivement, et c'est toute une gamme de voitures différentes. Il y a eu les voitures de Demesmaeker, tu as toutes les séries des Spirou, etc., les turbotractions aussi. Fantastique. Christophe, c'est un plaisir à chaque fois. Moi de même, Et je serai de quand tu retour veux, dans... Ben, écoute, passe à la maison. l'année prochaine, sans Bien doute. sûr. Voilà. Merci à toi. Bye-bye.
Me revoilà. Quoi? Vous cherchez le bureau du directeur éditorial adjoint? C'est M. Benoît Fripière. Son bureau est au 3e étage. Oui, voilà. Tristan, mais quelle bonne surprise! Quelle incroyable surprise! Que viens-tu faire par ici, chez nous? Ben, tu te doutais bien qu'à BD City, on était assez curieux. On voulait absolument rencontrer un directeur de collection. Parce que moi, je sais pas c'est quoi. Alors, c'est quoi? En quoi consiste ton travail, C'est ça? Benoît? Écoute, eh bien, avant tout, ça consiste à répondre au courrier. Donc, au courrier, quand j'ai courrier, c'est courrier papier, comme courrier, évidemment, mail. Hein, Que ce soit des courriels, que ce soit aussi des planches ou des photocopies de planches? Des photocopies, oui, surtout pas d'originaux, parce qu'il y a encore trop souvent des auteurs qui nous envoient des originaux. C'est un peu embêtant parce qu'on est obligé de les renvoyer, ça s'abîme. Donc, toujours des copies. Donc, par exemple, voilà le genre de dossier que je reçois. Ça m'a l'air un peu intéressant. Bon, la définition n'est pas terrible et tout. Ça vient de chez nous, ça, je les reconnais. Là. Oui, ben, tout à fait. Les Donc, ça, nombris. c'est un futur best-seller de chez Dupuis. Ça l'est déjà, d'ailleurs, dès le premier album. Donc, ça, c'est un vrai plaisir, évidemment, d'avoir un dossier comme ça, tout fait, intelligent, à la fois graphiquement, scénaristiquement, au niveau de l'univers, il y a tout. Est-ce que c'est la première fois que vous publiez des auteurs québécois aussi? Non, on a eu de temps en temps des auteurs québécois, mais c'est vrai que c'est pas le premier vivier d'auteurs. Ça reste avant tout la France et la Belgique, pratiquement 50-50, et puis quelques Suisses, quelques Canadiens, Québécois. Tu sais qu'à l'émission, on a un spécial Spirou aujourd'hui. Moi, j'aimerais voir avec toi et parcourir le style qu'a eu Spirou, parce que le coup de plume est passé d'un auteur à un autre sur une période de près de 70 ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. T'en as ici, là? Ici, c'est les tout premiers albums, mais avant ça, il y a eu donc Rob Vell, qui est le créateur de Spirou. Pendant la guerre, donc il n'a pas pu continuer, donc c'est sa femme qui a pris le relais, qui s'appelait David. Ensuite, c'est le grand Gégé qui a continué la série et qui a créé... Non, il n'y a pas d'album pas d'album de Gégé. Le premier album, c'était directement André Franquin. Et donc, en fait, c'est un peu l'anti-Disney. C'est-à-dire que dès le départ, évidemment, Franquin a fait énormément pour la série, il a fait une vingtaine d'albums, mais quand il a lâché la série, eh bien, c'est Fournier qui a pris le relais et on n'a pas demandé à Fournier de faire du copier-coller avec Franquin. De toute façon, ça aurait été difficile. Et donc, Jean-Claude a fait son Spirou à lui. Ouais. Et donc, ça a toujours été comme ça. Ensuite, avec Nick Ecovin, Nick qui venait plutôt du dessin animé. Et ensuite, Tom et Jean-Ry, dès l'album 33, qui eux aussi ont animé la série pendant une bonne vingtaine d'années. Ils ont vraiment donné un autre look plus moderne peut-être au personnage? Ils ont fait évoluer la série, mais comme Franquin l'a fait, c'est vrai qu'on anime une série pendant une vingtaine d'années, forcément elle change. Et donc entre Virus, leur premier album, et Machine qui rêve, c'est vrai que tant graphiquement que scénaristiquement, il y a eu un boulot énorme. Attends, il faut en parler de Machine qui rêve, Benoît, parce que c'est un album qui a fait jaser quand même pas mal. Le personnage prenait tout à coup un style presque manga, on travaillait sur page inversée, sur fond noir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi l'objectif? Est-ce que ça a déstabilisé un peu les lecteurs? Ça a certainement déstabilisé les lecteurs, mais c'était aussi pour ça qu'on aime ces auteurs, c'est parce que ce sont des auteurs qui peuvent se remettre en question, même sur une série aussi importante que Spirou et Fantasio, ils se remettaient en danger en disant on va essayer de faire autre chose. Alors que, avec Luna Fatale et avec les albums précédents, ils connaissaient vraiment un très très gros succès. Là, ils se sont dit, ça ronronne un peu, on a envie de faire autre chose. Est-ce que ça veut dire à quelque part que le personnage de Spirou, on peut lui donner des nouveaux styles et on perd jamais de vue ce qu'il est à la base parce qu'il fait partie des meubles à quelque part? Voilà. Et donc, en fait... Morvan et Munyara, quand ils ont repris la série, ils ont dit « Mais c'est quoi la Bible ?» Et on leur a dit « Voilà ». On leur a donné les 46 premiers albums en disant « Voilà, il n'y a pas d'autre Bible. Ces personnages-là ne sont pas figés. Ils doivent évoluer. Faites-les évoluer. Faites votre Spirou et Fantasio à vous. » D'où l'idée d'ailleurs des one-shots, qui est donc une toute nouvelle idée. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est ton idée à toi? Non, c'est une idée qui est venue de plusieurs personnes, dont Fabien Vellman, d'ailleurs, le scénariste de ce premier one-shot. En fait, quand Tom et Jean-Ry ont jeté l'éponge sur la série,
Il y a des tas d'auteurs qui nous ont dit « Ah ouais, reprendre Spirou et Fantasio, ça serait intéressant, mais m'engager pour 15-20 ans dans une série et sacrifier le reste de ma carrière, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, mais juste faire un album, ah ouais, ça m'exciterait à mort. » Donc, on a eu plusieurs échos comme ça, on s'est dit « pourquoi pas, quoi ?» Et on s'est dit « ça a toujours été le souci des auteurs de Spirou et Fantasio, c'est de faire leur propre Spirou et Fantasio, de s'approprier la série. » Donc on s'est dit, on va donner ça à un certain nombre d'auteurs qui vont juste faire un album, vraiment leur album de Spirou et Fantasio, l'album qu'ils ont un peu rêvé de faire dans leur jeunesse. Quoi. Donc, je te laisse à ton courrier. Merci beaucoup, Benoît. Continue merci à toi, à nous concocter des nouvelles collections. On aime ça, c'est original. Comptez sur moi. Et puis, certains, on continue notre visite. Merci, Benoît. À bientôt. Je vous dis que c'est pas facile d'être un personnage de bande dessinée. D'abord, premièrement, c'est essoufflant. Écoute, on est toujours à la merci du coup de crayon de quelqu'un d'autre. Justement, parlant de coup de crayon, on s'en va rencontrer tout de suite après la pause Tom et Jean-Ry, scénariste et dessinateur du Petit Spirou. Maintenant, on quitte le studio pour aller du côté de l'atelier des artistes derrière l'industrie, parce qu'il faut dire que Spirou et Fantasio, c'est aussi un scénariste et un dessinateur qui leur ont fait vivre des histoires pendant 17 ans. Je parle bien sûr de Tom et Jean-Ry qu'on rencontre aujourd'hui sur l'émission. C'est eux qui ont créé aussi le Petit Spirou, vous le connaissez celui-là. Moi, j'ai envie de savoir comment on fait pour vivre au quotidien avec Spirou depuis autant d'années dans notre vie. Ils nous reçoivent. Espèce de bureau collectif. Ah, voilà la fameuse table où tout se passe. Comment ça va, Tom? Ça va bien, c'est un peu chaud aujourd'hui. Oui, hein? Beaucoup de boulot? Oui, tout à fait. On a du pain sur la planche. Il faut terminer le prochain album de Petit Spirou pour fin d'année. Donc, il nous reste à peu près une trentaine de gags à créer. Et après, on recommence. Donc, c'est un bureau qui tourne depuis combien d'années déjà? Pour le Petit Spirou, ça doit faire à peu près 13 ans, 14 ans. Pour Spirou et Fantasio, à peu près une vingtaine d'années. Tu sais qu'on a une émission spéciale sur Spirou à BD-Cité. Alors, on s'est dit, c'était incontournable. Il fallait venir faire un tour dans l'atelier de Tom et Jean-Ry, qui ont repris la série Spirou et Fantasio en 83-84. Exactement, oui. 84, c'est l'année où paraît le premier album, Virus. Et où, en quelque sorte, l'éditeur nous fait confiance. Après la signature des contrats en 82, on devient, Jean-Ry et moi, avec Stéphane comme coloriste, les seuls animateurs de la série et vont suivre 13 albums. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, ça se termine avec le 45e qui s'appelle Machine qui rêve. Dis-moi, c'est pas un peu épeurant aussi d'avoir à reprendre une série comme ça qui a déjà beaucoup de notoriété? Là, c'est pas facile. Et puis les personnages, il faut les amener ailleurs complètement aussi. C'est-à-dire que, d'abord, quand on a commencé, on ne s'est pas vraiment rendu compte de l'importance de la tâche qui nous attendait. On était un peu naïfs. On avait découvert les aventures de Spirou et Fantasio en tant que lecteur adolescent. Donc, c'était pour nous, je dirais, un rêve de jeunesse. Se dire, bon, voilà, nous, on adore Franquin, on va essayer de faire quelque chose qui va essayer de se hisser à ce niveau-là, transmettre au lecteur le même genre d'émotion que ce qui nous a fait tomber amoureux de la série. Gros défi. Donc on s'en est pas... Oui, mais on s'est pas vraiment rendu compte de ça. Disons qu'on se rendait compte que c'était important, qu'il fallait faire du bon travail, parce que nous-mêmes, en tant que fans de la série, on avait de grosses exigences pour que les choses se passent bien. Et en même temps, bon, comme tous les jeunes qui débutent, on se rendait pas vraiment compte de nos lacunes, nos difficultés à venir. Donc ça, c'est venu petit à petit.
la découverte que, bon, dans une série classique, comme tout le monde, comme ça, avec autant de, autant de passé, autant de passions qui sont développées, bah, il y avait surtout à ne pas décevoir, il y avait à faire preuve à la fois d'inventivité, mais en même temps être respectueux du passé, de l'histoire de la série. Donc tout ça, on l'a découvert avec le temps. Le public aussi, le petit Spirou, on va en parler. Ça a été créé d'abord dans un des albums, La jeunesse de Spirou, paru en 87, je crois, de la série originale. Et c'est de là qu'est venue l'idée de lui donner sa propre vie parallèle à ce personnage. On pourrait dire des choses comme ça. En réalité, dans Les aventures de Spirou et Fantasio, un jour, on a utilisé le personnage emblématique des éditions Dupuis, qui est l'oncle Paul, pour raconter une fausse enfance de Spirou. Et bien sûr, ce personnage-là n'est pas le personnage qu'on retrouve dans les albums maintenant, puisque c'était un personnage qui finalement était né des divagations un peu... je veux dire, alcoolique de la célébration du 45e anniversaire de l'existence du magazine. Donc voilà, l'oncle Paul avait bu un coup, il avait donc inventé ce personnage, pour le coup, qui était Spirou étant petit, mais qui n'est pas le personnage tel qu'on le voit dans la série que nous avons créée par après. Mais c'est vrai que c'est en y pensant que c'est dit, tiens, peut-être on pourrait utiliser ça comme moyen de rendre Spirou plus souvent présent dans le magazine. Je te laisse travailler. Merci beaucoup, Tom, de nous avoir reçus. On va aller de ce côté-ci voir. Quelles sont les étapes, Jean-Henri, de la création d'une planche de BD du petit Spirou de Spirou dans le temps? Oh là là, comment on fait une planche du petit Spirou? Ben, grosso modo, en quelques mots comme ça, pour savoir quels sont les... Il faut être beau, intelligent, musclé, avoir de l'humour, mais ce qui prend un certain temps à avoir. Mais non, plus sérieusement, il y a fatalement deux étapes essentielles. C'est imaginer l'histoire. C'est un travail constant, parce que c'est chaque fois une nouvelle histoire. Et il faut chaque fois se surprendre. Sinon, une fois de plus, un auteur qui ne se surprend pas ne surprendra pas le lecteur lui-même. On est très lié à cela. Donc, à partir du moment où l'idée arrive, le travail devient un petit peu plus de l'artisanat. C'est une idée qu'on doit enrichir, qu'on doit mettre en valeur, la raconter, la transmettre au lecteur. Et donc là, dans un premier temps, c'est un dialogue entre le scénariste qui a imaginé l'idée et qui voit la façon dont elle sera racontée, et l'acteur. Je serai un peu c'est moi un peu le petit Spirou. C'est moi qui vais le faire jouer. C'est moi qui vais il faut être original, trouver de nouvelles idées. C'est pour ça, comme l'a dit Philippe Thom, qu'il faut être assez proche, se connaître assez, être aussi avoir plus qu'une amitié, aussi une maturité de rapport. Parce que dans ce genre de travail, il est inévitable qu'on va s'engueuler à un moment donné, qu'on va se fâcher, parce que ce sont des personnages qui nous appartiennent, c'est des personnages qu'on sent vivre comme nos propres enfants, et être d'accord, être en résonance parfaite. Ah, c'est bon ce que tu dis, donc le côté presque... Quand on dit que tu es le père d'un personnage, c'est vrai. Oui. C'est parvenir à être d'accord, c'est à moins d'être... de ne pas être motivé, ou bien d'être simplement accepter ça comme un travail de fonctionnaire, je dirais. Il est impossible de ne pas envisager des polémiques, des heures, et il faut avoir une certaine maturité de rapport pour ne pas entretenir des conflits d'amour-propre ou de choses comme ça. Se rappeler constamment que ces moments difficiles sont surtout des moments riches qui permettent à la série d'aller mieux. On ne se bat pas pour nous-mêmes, on se bat pour un personnage qu'on aime. Écoute, je te laisse continuer à délirer sur ta table de dessin avec ton collègue également. Merci, Jean-Henri. Eh bien, il n'y a pas de super gentil. Merci, les gars. Bien gentil de nous venir. avoir... Oui, ben là, moi, tu vois, t'es revenu au Québec via la lentille de notre caméra.
C'est ainsi que s'achève notre émission spéciale sur Spirou. J'espère que vous avez apprécié. Mais si, comme moi, vous avez envie de replonger dans vos vieux albums de Spirou et Fantasio à la maison, pourquoi pas? Il ne faut pas oublier qu'il y en a une vingtaine là-dedans qui ont été scénarisés et dessinés par Tom et Jean-Ry, nos artistes invités sur l'émission aujourd'hui, également créateurs du Petit Spirou. Hein. Ça, c'est une douzaine d'albums publiés, bien sûr, aux éditions Dupuis. Il y a aussi le journal, le magazine Spirou, que vous pouvez redécouvrir en vous rendant simplement à la bibliothèque de votre quartier, qui est sans doute abonné à l'hebdomadaire, puis aussi le site internet spirou.com. Là-dessus, vous retrouvez des jeux, des concours, des chroniques et de la BD, bien sûr. Puis tant qu'être sur Internet, restez donc là pour aller fouiner du côté de celui de Canal Évasion, puisqu'on a une page web à nous, notre site BD Cité est là, avec toutes les informations relatives à l'émission qu'on a fait aujourd'hui. Vous allez cliquer sur le titre de l'émission, tout simplement. Bon, ben moi, je continue ma petite tournée. On est à Charleroi, mais on continue à se promener en Europe, un peu partout. Vous allez être là la semaine prochaine. Hein? On va être ailleurs, dans une autre BD Cité, c'est certain. Bonne semaine à tous. Voyage Vasco vous invite à découvrir notre prochaine destination BD Cité au www.canalévasion.com.